Assalamu alaikum. Je suis Ibrahim Dinar, professeur à l'université Hassan Ier de Stade, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, département d'économie. Aujourd'hui, on va traiter un chapitre de la deuxième partie de la matière économie monétaire et financière et qui porte sur les théories de la demande de monnaie. Pourquoi un chapitre sur la demande de monnaie? La monnaie, normalement, est demandée pour plusieurs raisons. Là, je cite trois grands économistes charlistes qui considèrent que la monnaie est un pont entre le présent et le futur. Et John Maynard Keynes, qui considère que la monnaie est un lien entre le présent et le futur, et Rosenstein, qui considère la monnaie à des fonctions du sentiment d'incertitude et bien sûr de l'incertitude de l'individu et un moyen de l'avenir de l'individu. Il est donc normal que la monnaie soit demandée par les agents économiques. On va traiter de la demande de monnaie parce que cela a relation avec ce que nous avons vu dans la première partie de ce cours, à savoir la politique monétaire. Parce que la politique monétaire, ou bien l'efficacité de la politique monétaire, dépend bien sûr de la stabilité de la demande de monnaie. Or, dans un contexte de libéralisation financière concomitante à un processus d'innovation financière, le comportement monétaire et financier des agents non économiques est influencé. Autrement dit, les agents non financiers se trouvent à avoir un penchant d'aller détenir d'autres actifs qui concurrencent la monnaie. Et de facto, on va assister à ce qu'on appelle une volatilité de la masse monétaire. Bien sûr, volatilité qui est due à un comportement erratique de la demande de monnaie. Et donc, ce comportement erratique de la demande de monnaie gêne les décideurs en matière de prise de décision, en matière de mise en place de la politique monétaire. Et donc, le degré de la stabilité de la fonction de demande de monnaie, elle est en relation avec, bien sûr, la fonction de demande de monnaie. Section 1. Les théories de la demande de monnaie. Avant d'aller traiter les théories de la demande de monnaie, je tiens tout d'abord à préciser certains concepts qui sont fondamentaux et sur lesquels se basent toutes les théories de la demande de monnaie. Le concept d'encaisse monétaire. Généralement, il faut le noter que les sujets économiques, les agents non financiers généralement, ont une certaine préférence pour la liquidité. C'est-à-dire, ils ont un désir de détenir la monnaie. Et ça, bien sûr, s'explique, nous l'avons vu dans la première partie de ce cours, par un caractère ou bien le statut de la liquidité de la monnaie. Là, parce que la monnaie a la liquidité par excellence. Et nous avons vu que la monnaie, comparée à d'autres actifs financiers, a ce qu'on appelle un pouvoir libératoire immédiat. C'est quoi un encaisse monétaire? Tout simplement, c'est la quantité de monnaie que détient un agent non financier, quelle que soit la raison de cette détention. Mais là, il faut préciser qu'on parle d'encaisse monétaire nominale et encaisse monétaire réelle. Quelle est la différence? Encaisse monétaire nominale, on ne tient pas compte de l'inflation. Par contre, lorsqu'on parle d'encaisse monétaire réelle, on doit tenir compte de l'inflation. Par exemple, vous avez 10 000 dirhams, alors là, c'est l'encaisse monétaire nominale. Mais lorsque je tiens compte de l'inflation, le taux d'inflation il est de 5% par exemple, alors je dois mettre 10 000 moins 5%, ça va me donner quelque chose de moins. Donc c'est l'encaisse monétaire réelle. Alors, lorsque je ne tiens pas compte de l'inflation, je dis, vous soulignez que je suis dans une situation d'illusion monétaire. Une autre précision, lorsqu'on parle d'encaisse monétaire, et là je vais citer Valalas.
lorsqu'on parle de l'encaisse monétaire, c'est la détention de la monnaie tout au moins dans un premier temps. Donc, il faut faire attention lorsque, par exemple, je fais un retrait de monnaie d'un guichet pour effectuer une opération commerciale. Là, il n'y a pas de demande de monnaie parce que la monnaie détenue, elle est immédiatement dépensée. Alors voilà, cela, elle est claire. Il parle de ce qu'on appelle la monnaie détenue et la monnaie utilisée. Il faut que la monnaie soit détenue au moins dans une période de temps. Et là, il le dit clairement, il faut que la monnaie soit conservée pendant un temps donné. Il détient donc en caisse, donc la monnaie, il faut donc que la monnaie soit détenue en caisse pendant une période donnée. Bien. Ces précisions étant, on va commencer par la théorie de la demande de monnaie chez les classiques. Là, les classiques sont connus par le phénomène de la neutralité de la monnaie et le phénomène de la dichotomie. Qui dit neutralité de la monnaie, dit que la monnaie, bien sûr, n'affecte pas la sphère réelle de l'économie. Et la neutralité de la monnaie chez les classiques, elle est issue de la théorie de Jean-Baptiste Say, selon laquelle chaque offre crée sa propre demande. Alors, selon les classiques, la monnaie a la fonction de moyen d'échange par excellence. C'est dire que chez les classiques, on ne peut pas parler d'une théorie de la demande de monnaie. Pourquoi? Tout simplement parce que la monnaie détenue, elle est immédiatement dépensée. Et là, on retrouve Say. Chaque offre crée sa propre demande. Donc, la monnaie a un moyen d'échange. Donc, c'est l'huile qui fait donc tourner la machine économique. Donc, la monnaie n'impacte pas les mécanismes de l'économie. Autrement dit, la monnaie ne peut pas jouer un élément de politique économique. La théorie quantitative de la monnaie, elle est due à Evelyn Fisher. Elle est sous une forme algébrique. M fois V est égal à P fois T. C'est quoi M? C'est la quantité de monnaie en circulation durant une période donnée, soit l'année, 2 années, 6 mois, ça dépend. V, c'est la vitesse de circulation de la monnaie, c'est-à-dire combien de fois la monnaie change de main si l'on parle de la monnaie centrale, ou combien de fois la monnaie change de compte lorsqu'on parle de la monnaie scripturale. P, c'est le niveau général des prix. Et T, c'est généralement le montant global des opérations économiques et commerciales effectuées pendant cette période. Alors, selon Fisher, si l'on prend une période donnée et si l'on agit sur la monnaie à la hausse, un mouvement à la hausse, les prix vont suivre la même tendance, augmentation des prix. Et inversement, lorsqu'on baisse la masse monétaire, les prix vont baisser. Alors, on peut reformuler la relation ou bien la loi de Fisher autrement, en tenant compte de la masse monétaire sous forme de monnaie centrale, fiduciaire, et la masse monétaire sous forme scripturale. Et l'égalité va s'écrire de cette manière. M fois VT, M, la monnaie fiduciaire, fois la vitesse de circulation de la monnaie fiduciaire, plus M', c'est-à-dire la monnaie scripturale, fois la vitesse de circulation de la monnaie scripturale, de compte en compte, est égal au prix fois T. Bien. Une précision qu'il faut noter, c'est que selon Fisher, généralement, la théorie, donc il y a proportionnalité entre l'évolution de la masse monétaire et l'évolution des prix. Et que généralement, la relation MV est égale à PT, elle est très très robuste, très très solide lorsqu'on est dans le long terme. L'école de Cambridge,
et là je cite Alfred Marshall. Donc, selon Marshall, la demande de monnaie, donc Marshall, au lieu de prendre le montant des transactions, il préfère raisonner avec le revenu national. Mais il y a une explication pour cette méthode de Marshall, c'est que parfois il est très difficile de mesurer la vitesse de circulation de la monnaie. Ce qui fait, bien sûr, en tenant compte des transactions. Donc, pour Marshall, il veut simplifier les choses, il veut raisonner avec ce qu'on appelle la vitesse revenu. Hein? Donc, il considère que la demande de monnaie, elle est proportionnelle au total des ressources, bien sûr, au revenu national. Et la relation s'écrit MD, c'est-à-dire la monnaie demandée, est égale à K fois P fois Y. Alors, P, c'est le niveau général des prix, Y, c'est le revenu national. Donc, si on prend un exemple simple, voilà, si vous avez la masse monétaire est égale à 100 et vous avez Y est égal à 200, on peut trouver bien sûr V est égal à 2. Donc, et le cas, ça s'appelle le cas marshallien. Le cas marshallien. Voilà. Bien. De la neutralité de la monnaie, on va passer à ce qu'on appelle le caractère intégrationniste de la monnaie. Le caractère intégrationniste de la monnaie. Et là, on va retrouver donc l'école keynésienne, la théorie keynésienne de la monnaie, Jean Maynard Keynes. Donc, approche intégrationniste de la monnaie. La demande de monnaie chez Keynes. Bien, Keynes, vous savez très bien qu'il a fait un ouvrage intitulé Théorie générale de l'impôt, l'intérêt et l'emploi. C'est une théorie générale dans le sens où Keynes va donner à la monnaie une dynamique particulière. Donc Keynes va rejeter plusieurs conceptions de l'école classique. Premièrement, Keynes va rejeter la thèse de la neutralité de la monnaie. La monnaie neutre, elle est rejetée par Keynes. Keynes considère que la monnaie est un élément intégrant ou bien intégré dans l'activité économique. Autrement dit, avec Keynes, la monnaie peut impacter l'économie. La monnaie peut agir sur la demande. La monnaie peut agir sur l'offre. La monnaie peut agir sur l'emploi. Et donc, Keynes rejette catégoriquement la théorie de Jean-Baptiste Say, selon laquelle chaque offre crée sa propre demande. Comment? Pour Keynes, les agents peuvent détenir la monnaie, ils manifestent une préférence pour la liquidité. Autrement dit, pour Keynes, les agents non financiers préfèrent la monnaie pour elle-même. Pour elle-même. Et donc, lorsqu'on préfère la monnaie pour elle-même, donc il y a une partie de la monnaie qui n'est pas écoulée dans le marché. Et donc, la demande n'est pas satisfaite. Autrement dit, pour Keynes, on peut assister à ce qu'on appelle des crises de surproduction. Et donc voilà, là on assiste à un rejet catégorique de la loi de Jean-Baptiste Say. Et bien sûr, l'originalité de Keynes par rapport au classique, je considère que Keynes a mis en place les fondements de toutes les théories qui vont venir par la suite, toutes les théories de la monnaie, théorie de Friedmanienne, la conception de la nouvelle école classique et toutes les théories qui vont venir par la suite. Comment? Parce que Keynes, il va rejeter le fait que la monnaie est une simple marchandise. Non, pour Keynes, la monnaie c'est une marchandise, mais c'est autre chose qu'une marchandise. La monnaie, selon Keynes, a d'autres dimensions, et ça c'est très important. Dimension psychologique, parce qu'on va parler de la préférence pour la liquidité, on va parler des motifs de précaution, etc., etc. Donc les agents non financiers manifestent un comportement psychologique vis-à-vis de la monnaie. Chose importante, très très importante, la monnaie a une dimension institutionnelle. Et la monnaie a une dimension sociale et politique. Et là, je cite Friedman, je vais anticiper un petit peu. Friedman, il a demandé un jour à ce que le taux de croissance de la masse monétaire doit figurer dans la Constitution.
Chose qui démontre bien que la dimension politique de la monnaie, elle est tellement importante du point de vue politique que Friedman a demandé que le taux de croissance de la masse monétaire doit figurer dans la Constitution. Pourquoi? Pour maîtriser les méfaits de la monnaie. Attention, la monnaie, lorsque je dis que la monnaie elle a une dimension sociale, lorsqu'on ne maîtrise pas la monnaie c'est un bien public. C'est un bien public. Les autorités monétaires doivent maîtriser la monnaie. S'ils ne maîtrisent pas la monnaie, s'ils manipulent la monnaie à leur guise, qu'est-ce qu'il va arriver? On peut assister à des inégalités, à des déchirures sociales, à des crises financières. Le cas de la crise de 2007-2008, c'est une manipulation erratique de la monnaie, des comportements maladroits vis-à-vis de la monnaie. Donc la monnaie doit être maîtrisée. Donc, si vous voulez, Keynes a une conception complexe de la monnaie. Bien. Gestion de patrimoine par les agents économiques. Alors là, Keynes va considérer le patrimoine comme étant composé de deux types d'actifs, les actifs réels et les actifs financiers. Les actifs réels, ça vous l'avez vu en première année dans la comptabilité générale, c'est tout ce qui est immeubles, machines, stocks, etc. Et les biens de consommation durable, voitures, meubles, etc. Et il y a les actifs financiers, des actions, des obligations qui sont à long terme et des actifs financiers de court terme, les bons de trésor, les billets de trésorerie, certificats de dépôt qui sont négociables sur le marché des capitaux. Bien. Alors, là, Keynes va élaborer ce qu'on appelle une théorie du choix. Une théorie du choix, une approche microéconomique financière, dans le sens où les agents non financiers vont faire des arbitrages autour d'un portefeuille de titres, un portefeuille d'actifs, où il y a les titres financiers et il y a la monnaie. Et c'est cette théorie du choix qui va servir toute la théorie friedmanienne par la suite. Alors, comment on va gérer le portefeuille d'actifs? Il y a deux critères qui ont été privilégiés par Keynes, le risque et le rendement. C'est quoi le risque? C'est quoi le rendement? Le rendement. Généralement, le rendement financier des actifs comprend deux éléments. First, d'une part, les revenus procurés par les actifs. Si je prends par exemple les immeubles, le revenu c'est les loyers. Si je prends les intérêts, le revenu c'est les dividendes des actions. Et d'autre part, il y a les gains. Lorsque je parle de rendement, je parle de gains. Gains ou pertes. Lorsque je parle de gains, c'est les plus-values. Lorsque je parle de pertes, c'est les moins-values. Bon, bien sûr, spécifique à tel ou tel actif. En ce qui concerne les risques, alors on peut situer 4 risques. Risque d'insolvabilité, risque de taux d'intérêt, risque de capital et risque d'illiquidité. Les motifs de détention de la monnaie chez Keynes. Alors Keynes va tenir compte de trois motifs, trois mobiles qui poussent les agents non financiers à détenir la monnaie. Le premier motif, c'est le motif de transaction. C'est généralement le besoin de monnaie pour régler les échanges, soit du point de vue des ménages, soit du point de vue des entreprises. Parfois des entreprises, elles effectuent des opérations, mais le remboursement demande un peu de temps. Il y a un décalage. Donc dans ce décalage, il faut gérer la trésorerie. Donc les entreprises sont obligées d'avoir de la liquidité à côté. Motif de précaution. Les agents détiennent de la monnaie pour faire face aux imprévus. Et là, chose importante apportée par Keynes, c'est que Keynes, il considère que l'avenir est incertain. Et que les agents économiques peuvent anticiper l'incertitude, peuvent anticiper des crises, peuvent anticiper des risques, des pertes, etc., etc. Les imprévus.
Alors, des éventualités qui vont venir dans le futur. Le futur, il est incertain selon Keynes. Alors, pour parer aux éventualités du futur, ou bien pour profiter des dépenses soudaines, parfois des opportunités qui peuvent se présenter, une marchandise importante, un PC portable d'occasion que je veux acheter et j'ai pas de la monnaie. Il faut toujours avoir de la monnaie. Une belle voiture d'occasion que je veux acheter, mais j'ai pas de. 15 vous dit, il faut toujours avoir de la monnaie et les agents non financiers ont toujours de la monnaie pour bien sûr faire face aux opportunités qui peuvent se présenter. Les opportunités soudaines, les dépenses soudaines. Alors, on doit noter une chose, c'est que le motif de transaction et les motifs de précaution dépendent de ce qu'on appelle le revenu. De là, MA, là, c'est la monnaie de transaction et la monnaie détenue pour la précaution. Ce sont une fonction, forme une seule monnaie qui est fonction de revenu. Le motif de spéculation. Ce motif signifie selon Keynes, et là je cite la belle phrase de Keynes, selon Keynes, le motif de spéculation c'est quoi? C'est le désir de profiter d'une connaissance meilleure que celle du marché de ce que réserve l'avenir. De ce que réserve l'avenir. Et là, comme si Keynes nous parle de rationalité, il y a la rationalité de l'individu et la rationalité du marché. Il faut que la rationalité de l'individu dépasse la rationalité du marché. Il faut connaître mieux que le marché ce que cache le marché dans le futur. C'est ça la spéculation. Et à ce niveau, vous soulignez, intervient ce qu'on appelle l'incertitude. L'incertitude. Donc, le motif de spéculation caractérise la volonté des agents non financiers ou bien des agents financiers d'arbitrer, selon leurs anticipations, les évolutions futures des taux d'intérêt, des rendements, des risques, etc., qui est spécifique au titre et à la monnaie. Donc, on va... Bien. Alors là, chose importante, la richesse des agents, c'est une richesse composée des titres et de la monnaie. Alors, on cherche à gagner. En même temps, on doit gérer les incertitudes du futur. On doit anticiper ce qui va venir. La probabilité de changement. Alors, Keynes, bien sûr, part d'une chose importante, vous soulignez, c'est qu'il existe une relation inverse entre les taux d'intérêt et les cours boursiers. Les taux d'intérêt et les cours boursiers, selon l'égalité suivante. C, c'est les cours boursiers. R, le rendement par rapport au nominal, le cours nominal d'émission, le rendement, et le taux d'intérêt. Alors, autrement dit, si j'ai de la monnaie et j'ai les titres dans mon portefeuille, si par exemple j'anticipe une baisse des taux d'intérêt, normalement je dois me débarrasser de la monnaie. Qui dit baisse de taux d'intérêt, dit j'anticipe une augmentation des cours boursiers. Donc je me débarrasse de la monnaie pour acheter les titres parce que je vais gagner lorsque les cours des titres vont augmenter. Et vice-versa. Lorsque j'anticipe une hausse des taux d'intérêt, qui dit hausse des taux d'intérêt, dit l'inverse pour les cours. Les cours vont baisser. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais me débarrasser des titres pour chercher la monnaie. Parce que le taux d'intérêt anticipé va augmenter et donc je vais gagner. Voilà donc la règle d'or de la spéculation chez John Maynard Keynes. Selon bien sûr l'égalité qui est devant vos yeux. Bien, alors si je prends la fonction de demande de monnaie chez Keynes, M, elle est généralement égale à MA plus M2. MA c'est quoi? MA c'est la monnaie détenue pour le motif de précaution et pour le motif de transaction et qui dépend de revenus, et qui dit revenus, des produits nationaux, plus
M2, motif de spéculation. Et le motif de spéculation, il dépend du taux d'intérêt. De là, on peut schématiser donc la fonction de demande de monnaie de cette manière. Alors, c'est LA plus L2. Alors, vous avez l'axe des abscisses. Il reflète la demande de monnaie. Vous avez l'axe des ordonnées, c'est le taux d'intérêt. Donc, entre l'encaisse monétaire et l'évolution du taux d'intérêt, c'est une fonction décroissante. Lorsque le taux d'intérêt baisse, la demande de monnaie baisse. Lorsque le taux d'intérêt augmente, la demande de monnaie augmente. Et donc, vous avez L1 qui dépend du revenu et non du taux d'intérêt. Et donc, vous avez L2 qui dépend du taux d'intérêt. Et donc, je vais faire une translation géométrique. Ça va me donner donc la courbe L1 plus L2. Les limites de la théorie de la demande de monnaie chez Keynes. Bien sûr, toute théorie a ses limites. Bien. Et pour Keynes, la monnaie, il considère la richesse, l'échange entre monnaie et titre. Et là, c'est une limite à la théorie keynesienne. Pourquoi? Parce que la monnaie peut s'échanger non seulement contre les titres, elle peut s'échanger contre d'autres actifs, contre d'autres marchandises, je veux dire. Là, c'est la première limite de la théorie keynésienne. La deuxième limite de la théorie keynésienne, c'est que les gens n'arbitrent pas seulement entre la monnaie et les titres, mais aussi entre les différents titres. Et bien sûr, avec le développement de la finance moderne, on remarque très bien cette limite de la théorie keynésienne. Les spéculateurs aujourd'hui arbitrent beaucoup plus entre les titres, pas entre la monnaie et les titres. Ça, c'est la deuxième limite de la théorie keynésienne. Troisième limite de la théorie keynésienne, c'est que Keynes estime que les cours fluctuent autour d'une moyenne. Or, on a constaté que les cours peuvent augmenter ou diminuer d'une façon continuelle. Alors, Keynes a tracé une fourchette dans laquelle les cours peuvent fluctuer. La réalité, c'est autre chose. La réalité, c'est que les cours peuvent donc baisser d'une manière infinie. Alors là, des petites questions, je vous laisse le soin d'y réfléchir. Lesquelles des trois encaisses sont oisives? L'encaisse de transaction, encaisse de précaution ou bien encaisse de spéculation? Deuxième question. Laquelle des trois encaisses est active? Est-ce que c'est l'encaisse de transaction? Est-ce que c'est l'encaisse de précaution? Est-ce que c'est l'encaisse de spéculation? Bien, voilà ce qui achève ce chapitre sur les théories de la demande de monnaie. Vous avez remarqué que j'ai beaucoup insisté sur deux grandes théories, la théorie classique et la théorie keynésienne. Parce que je sais pertinemment que les théories qui vont venir par la suite, ce ne sont que des prolongements, à savoir la théorie monétariste de Friedman, qui est une manière de prolonger la théorie keynésienne en maintenant la théorie de la préférence pour la liquidité et bien sûr en maintenant la théorie des choix de Keynes. Donc je vous remercie, bon courage et donc je suis toujours à votre disposition pour toutes les questions et merci.